passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui tente de décaler son regard pour apercevoir autrement. Comment notre contexte culturel impacte-t-il notre relation à la nature ? Influence-t-il notre lecture de son histoire ? Quel rôle jouent nos expériences ou nos lectures dans notre manière de regarder le vivant autour de nous, de s'émouvoir du vivant lointain ? Quel récit est possible si l'homme n'est plus au centre ? Et si la nature pouvait raconter son histoire, quel serait son récit ? Comment les indices laissés sur les paysages peuvent-ils nous guider pour avoir accès à cette histoire ? Comment par l'artifice peut-on recréer des paysages disparus ou créer des images surréalistes utiles au nouveau récit ? Comment se servir de la photographie et de ses multiples potentialités pour permettre cette illusion ? Et comment les apports de la science peuvent-ils nourrir ce projet ? Et surtout, comment traduire la fragilité du vivant, la fragilité du présent ? C'est le projet ambitieux de l'artiste visuelle Noémie Goudal. De Post-Atlantica à Phonix et surtout Anima, ses récents projets mettent plus que jamais la nature au centre. Formée au Royal College of Art et de la St. Martin's School à Londres, elle vit et travaille à Paris où elle m'accueille dans son studio pour mieux comprendre son processus créatif. Noémie Goudal est l'invitée du 41e épisode du Beau Bizarre. Bonjour Noémie Goudal, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre et merci de m'accueillir dans votre atelier studio. Vous êtes artiste plasticienne, vous avez choisi le médium de la photographie pour développer des dispositifs inédits. Installation, projection ou performance sont des outils que vous mobilisez pour construire des paysages à la lisière entre réalité et fiction. Vous vous êtes passionné pour la paléoclimatologie qui nourrit votre réflexion et vos projets. Avant d'en parler, la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte nous explique ce que c'est cette science. En fait, la paléoclimatologie, elle est née depuis quelques siècles avec cette idée de faire parler finalement les indices que les variations climatiques passées en permanence impriment dans les milieux naturels. Alors, il y a des archives historiques, des observations par nos prédécesseurs. Il y a des archives historiques aussi comme les dates des vendanges qui sont assez formidables comme marqueurs des variations du climat à nos latitudes. Et puis après, on a un ensemble d'archives naturelles comme les anneaux de croissance des arbres ou bien l'analyse de la glace, notamment dans les régions polaires, ou bien les informations qui sont laissées dans les concrétions des grottes, ou bien dans les sédiments des lacs, des océans. En fait, il y a une foule d'informations et chaque nouvel enregistrement, c'est comme une pièce de puzzle. Il faut le faire parler, quantifier l'information climatique, le dater. Et c'est un travail vraiment collectif sur plusieurs générations qui permet d'avoir une idée de plus en plus claire, quantifier des variations passées du climat mondial et régional. Noémie Goudal, comment est née votre passion pour la paléoclimatologie et comment cette science nourrit votre travail artistique ? Alors, en fait, j'ai commencé mes recherches sur la paléoclimatologie il y a quelques années. Avant, je m'intéressais à ce qu'on appelle l'histoire des sciences. Donc, c'est-à-dire comment on a pu percevoir, par exemple, une montagne ou l'océan ou une vallée, la même vallée, mais interprétée de manière complètement différente à l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. Et comment, en fait, moi, je me sers de toutes ces recherches pour essayer de comprendre le paysage à travers plein d'angles différents. Et en fait, c'est assez fascinant de se dire que, par exemple, si on regardait le ciel à l'Antiquité, ou voilà, on se disait que, par exemple, c'était complètement clos, qu'il y avait une sorte de finissage, en fait, à ce ciel, comment on pouvait le percevoir, l'interpréter et vivre avec. Et je me suis, en fait, servi de toutes ces recherches
recherches pour me dire, bah voilà, nous, on a une perception du ciel complètement différente, une sorte d'infini, en fait, du ciel, et comment est-ce que, finalement, c'était aussi une manière de parler du paysage terrestre, c'est-à-dire que comment, à partir de tout ça, on redéfinit, en fait, notre paysage à nous. Et, en fait, avec toutes ces recherches, moi, ce qui m'anime et ce qui vraiment nourrit mon travail, c'est de voir tous ces angles et de se dire que peut-être un paysage, il est vraiment, on le voit de nos jours. Avec tous les médias, etc., qui nous parlent du paysage, et la manière dont on le voit, nous, c'est vraiment nourri par ça. Mais du coup, moi, j'essaie vraiment de me nourrir, dans ces recherches à l'époque, c'était de me nourrir de l'œil de l'homme d'avant, en fait, et de voir comment lui pouvait voir le paysage, et si ça pouvait pas déclencher dans mon travail une nouvelle manière de regarder le paysage et une nouvelle manière de le décortiquer, de le recomprendre, de le reformuler, etc. Donc c'est ce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mon travail depuis des années. Et en fait, assez naturellement, j'ai commencé à regarder les travaux sur la paléoclimatologie, enfin des chercheurs qui sont contemporains. Valérie Masson-Delmotte dit que ça a quelques siècles, mais c'est quand même assez récent par rapport comme science, parce qu'il faut l'étudier de manière assez microscopique. Des fois, il faut avoir les bons outils. Mais ce qui me fascine en fait dans la paléoclimatologie, c'est vraiment que c'est aussi une histoire de temps et de paysage. Mais cette fois-ci, c'est vraiment essayer de lire le temps dans le paysage. Et justement, elle en parle, c'est vraiment cette science d'essayer de deviner ce qui s'est passé, parce que le paysage nous parle de son histoire. Il faut essayer de la décrypter. Oui, ce qui est important aussi à souligner dans votre travail, c'est que le résultat, en tout cas que vous partagez avec le public dans vos travaux, n'est qu'une petite partie visible de l'iceberg quelque part. Enfin, je crois que vous passez beaucoup de temps à lire, à vous documenter, à vous imprégner comme ça de recherches scientifiques pointues, mais aussi dans des approches pluridisciplinaires, comme vous disiez, des données que vous digérez pour ensuite les injecter de manière sensible et très troublante dans vos projets. C'est-à-dire c'est par couches et par petits indices comme ça que vous donnez à partager. Oui, ce qui m'a frappé au début de mes recherches, surtout dans mes installations photographiques, c'était la manière dont on pouvait décortiquer une image. C'est-à-dire qu'une image, elle est plate évidemment dans sa forme finale, encadrée, etc. Mais à l'intérieur de cette image, il y a énormément de strates différentes, de couches différentes, de perspectives qui peuvent être complètement réétudiées. Et en fait, moi j'ai l'impression de vraiment les décortiquer, les casser, les tronquer et après les reconstruire. Et c'est ça que j'essaye de faire. Ça, c'est vraiment d'un point de vue plastique, je dirais. Mais justement, dans la paléoclimatologie, c'est aussi une histoire de strates. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à la paléoclimatologie de manière assez visuelle, je dirais, au début. Le tout début de mes recherches, c'était sur ces carottes de glace que les scientifiques prennent. Donc, ils font des forages, en fait, partout dans le monde, hein, au fond des lacs, etc. Mais moi, ce que j'avais lu, c'était à l'époque, ces recherches en Antarctique. Ils faisaient des forages très, très, très profonds. Et en fait, ils en tiraient des sortes de carottes de glace, en fait. Ça ressemble à des gros tubes, comme ça. Et en fait, voilà, il y a toutes les strates du temps passé, avec donc plus on va profond, évidemment, plus on va dans le temps. Et je trouvais que cette image était très forte, c'est-à-dire on a vraiment cette notion de temps et de paysage qui est là complètement visible, en fait. Et comme effectivement, moi, dans mon travail, tout est en lien, tout est en lien entre disons que je mets en lien le paysage et le temps, là, ça me semblait assez logique de travailler sur ça. Mais évidemment, j'allais pas, je voulais pas arrêter juste mes recherches à ces expéditions, en fait, en Antarctique, donc j'ai poursuivi un petit peu mes lectures sur, justement, qu'est-ce que c'est de lire le temps dans le paysage. Et donc, mais c'est vraiment quand même partie de ces carottes de glace et de ces strates qui, effectivement, après, j'ai essayé de retravailler sur ça, donc, dans mes images, j'ai essayé de voir comment je pouvais aussi réintégrer des strates de temps à l'intérieur même de mes images. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur les séries, en particulier sur la série Tropique, qui n'a pas encore été vraiment montrée, mais qu'on peut voir sur mon site internet, où là c'est vraiment des strates de papier différentes qui retracent en fait chacune une sorte de temporalité différente. Parlons maintenant, si vous voulez bien, du principe de l'anamorphose, qui me semble un principe central dans votre travail et qui traduit justement cette idée de strate. Et dont l'inspiration est venue, je crois, à la vue du tableau Saint-Jérôme dans son étude d'Antonello de Messine, c'est bien cela ? Oui, oui, tout à fait. Antonello da Messina. Là, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce tableau, c'est l'organisation, la mise en page en fait de cette peinture, où on a Saint-Jérôme qui est effectivement dans
dans son cabinet d'études et qui est en train de traduire la Bible. Et en fait, il est dans un environnement qu'on dit assez urbain. En fait, ça, je l'ai lu à l'époque parce que quand j'étais au Royal College of Art, j'ai dû écrire un mémoire et j'ai écrit le mien sur comment c'est possible de raconter une histoire, donc plusieurs moments dans le temps, dans un même canvas plat. Et dans mes lectures, je suis tombée sur ce tableau où on expliquait que effectivement le Saint Jérôme était représenté dans un endroit très urbain, donc dans son petit cabinet d'études, et qui est en fait comme copier-coller sur c'est vraiment une organisation très étrange où il est copié-collé sur un paysage de très très rural et beaucoup plus vaste, voilà, avec des grandes arcades et au loin les collines, voilà. Et donc du coup là on a deux environnements très distincts qui sont juxtaposés et qui parlent de deux moments très différents de l'histoire de Saint-Jérôme. Donc en fait le peintre là a utilisé deux architectures donc différentes, enfin deux lieux différents pour raconter son histoire dans le temps. Et donc j'ai commencé à travailler sur ça et je me suis dit tiens, mais dans mes photographies, comment est-ce que je pourrais aussi utiliser en fait ces strates de l'image et organiser mes images pour parler de plusieurs moments dans le temps, dans un même canvas. Donc là c'est pas de la peinture, c'est de la photo, mais c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ça. Alors grâce justement à des superpositions de plans, de fragmentation d'images, les paysages que vous nous donnez à voir jouent de l'illusion d'optique, du trompe-l'œil, le naturel se mêle à l'artifice pour créer des perceptions inédites et troublantes. Et ainsi, sur le plan a priori plat de la photographie, le mouvement existe. La mutation du paysage se donne à voir. Qu'est-ce que vous cherchez à créer chez le visiteur lorsqu'il regarde vos dispositifs photographiques ? Justement, vous parlez de mouvement. Et en fait, quelque part, moi j'ai envie de parler d'expédition dans mes images parce que c'est pas des images qui sont faites en studio pour la plupart. Il y en a certaines pour certaines raisons, mais la plupart sont vraiment des sortes d'aventures en fait dans des paysages où une construction une installation, une construction éphémère a été établie pour la photographie. Et en fait, quelque part, j'aimerais que le spectateur en fait puisse essayer de capter un tout petit peu cette sensation qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné, que ça s'est construit par la main de l'homme, mais sans en dire trop non plus, parce que l'idée n'est pas de montrer des gens au travail en train de construire quelque chose non plus, mais le résultat en fait de cette construction. Mais dans le résultat de cette construction, il faut qu'il y ait toujours des petits fils de papier, des petits fils, des petits bouts de scotch qui traînent, et c'est avec ces tout petits indices que j'ai l'impression qu'on peut vraiment se plonger un petit peu plus dans l'image, être un peu plus présent en fait dans l'image et se dire tiens, ça a été construit là, ça a été amené vraiment, est-ce que ça a vraiment été amené là ou pas? Et quelque part, donc vous parliez de mouvement, donc effectivement une photo c'est évidemment pas en mouvement, mais quelque part mon mouvement je le vois à travers ça, c'est-à-dire qu'on voit le résultat d'une fabrication, le résultat d'une aventure. Et après par la suite j'ai travaillé sur des images qui effectivement par exemple la série Démantèlement où on voit c'est des grands cadres avec des petites photos les unes à côté des autres comme un damier, et en fait la première photo représente une montagne avec on voit pas très bien ce que c'est, on a l'impression que c'est une montagne ou un rocher, et au fur et à mesure en fait le rocher se dissout. Et là ce que j'ai fait c'est que c'est une construction très très simple où en fait j'ai pris j'ai imprimé un sommet de montagne sur un papier spécial qui se dissout à l'eau. Je l'ai contre-collé sur une bâche en plastique très transparente, et en fait on l'a installé avec juste deux trépieds et une barre en haut. On l'a installé avec des petits fils de pêche pile devant une autre montagne, et en fait on met de l'eau, ça se dissout, et au fur et à mesure on a l'impression que la montagne se dissout alors qu'en fait c'est juste un bout de papier suspendu dans les airs. Mais c'est un principe c'est vraiment très très simple, et en fait voilà, au fur et à mesure on a vraiment là pour le coup un vrai mouvement, parce qu'entre la première image et la dernière image on a cette dissolution de montagne qui est à l'échelle humaine. Oui, c'est ça, j'ai l'impression en tout cas dans votre travail, les thèmes de la transformation et du passage du temps sont importants comme ça dans ce que vous cherchez à faire passer. Mais du coup, comment cela se matérialise dans vos dispositifs? C'est ça que là, vous avez donné vraiment un exemple précis, mais encore. Il y a un autre projet sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle un film qui s'appelle Inel Excel, où là, c'est un décor en fait qui est complètement dans l'eau au début du film. Enfin, en fait,
c'est une boucle dans une exposition. Donc, c'est un décor qui est donc dans l'eau, qui monte, qui se forme complètement, qui prend quasi tout le cadre de la vidéo, c'est un plan fixe, et après qui redescend. Donc on a un décor qui se construit en live et qui se déconstruit. Et donc selon le moment où on arrive dans l'exposition, on le voit en train de monter, en train de descendre, voilà. Et on l'a filmé vraiment de manière à ce que ce soit une boucle, que ça puisse être mis en boucle, dans l'exposition. Et là, on a effectivement donc un décor qui est en mouvement, vraiment, pour le coup, qui est vraiment activé en fait par des sortes de poulies qui sont de chaque côté, et c'est fait à la main. On a ces décors, tout d'un coup un palmier avec un gros rocher qui monte et qui sort de l'eau et qui commence à prendre place très lentement avec un son qui gronde, de terre qui gronde, de bruit de roche qui grince, de bruit de lave dans le fond, on entend un petit peu, c'est un mélange de plein de bruits comme ça. Et dans cette vidéo, en fait, je me suis inspirée donc ça faisait partie de mon corpus post-Atlantica qui effectivement parle des recherches sur la paléoclimatologie. Et je me suis inspirée d'un article que j'ai lu sur le détroit de Bering, qui est en fait un endroit très particulier. C'est une sorte de bout de langue de mer, en fait, qui fait à peu près 80 km de large. Et au moment du dernier air glaciaire, en fait, il a été complètement asséché, donc complètement comme il faisait une sorte de pont en fait entre les deux continents. Le continent, évidemment à l'époque il n'y avait pas de nom, mais entre le continent russe et le continent américain. Et en fait, on dit que a priori les premiers hommes qui seraient arrivés sur le continent américain seraient arrivés par cet endroit-là. Parce qu'on a retrouvé des fossiles de mammouths, entre autres, et des fossiles, des outils, etc. Et donc, on dit que toutes les tribus sibériennes seraient arrivées comme ça et pu passer, parce que, sinon, ils n'auraient pas eu forcément la possibilité de passer à travers cette mer. Et ce qui me fascine, c'est de penser à un paysage qui a été, donc, évidemment, donc, sous l'eau, sur l'eau, qui est vraiment en mouvement, mais que ça arrive, évidemment, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est que vraiment, ça a créé, en fait, toute une nouvelle dynamique aussi pour les flux migratoires de l'homme. Et donc, du coup, il prend une importance, en fait, quelque part. Et aussi parce qu'il est assez petit, en fait. 80 km, finalement, sur un territoire, c'est pas très grand. Et que pour moi, c'était comme une sorte de pont qui s'était créé, en fait, entre deux rives. Mais au lieu de construire au-dessus, là, c'est un pont qui s'est fait par le dessous, par l'assèchement. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à cette question, justement, du niveau de l'eau. Le niveau de l'eau, c'est notre niveau zéro. Quelque part, c'est une drôle d'idée ça m'est paru comme une drôle d'idée de mettre un niveau zéro, alors qu'effectivement, les eaux montent, descendent, et nous, en fait, on perçoit le paysage comme une entité fixe. En fait, une entité qui ne bouge pas, qui est là. Voilà, les continents, nos frontières, nos continents sont dessinés, ils sont là, et on vit avec cette idée que le continent est fixe. Le relief de la Terre est complètement fixe. Et ce qui est quelque part une drôle d'idée, parce que la Terre est en mouvement. Alors évidemment, il y a l'action de l'homme, évidemment, qui fait changer qui va créer des organisations, mais finalement, elle existait aussi avant, depuis des siècles, donc elle n'était pas visible pour l'homme parce qu'elle était très lente, mais ces transformations du paysage sont visibles, sont de manière vraiment très douce et très continue, en fait, et c'est vrai que c'est vraiment une des choses qui m'a marqué le plus, en fait, dans mes recherches. C'est cette idée que on tient pas ça en compte du tout, que le paysage est en mouvement tout le temps. On vit avec cette idée que ça a toujours été comme ça et que ce sera toujours comme ça. Et quelque part, à l'échelle humaine, c'est le cas, donc parce que ça bouge quand même très très lentement pour nous et que à peine perceptible. Mais c'est assez fascinant de se dire que finalement, comme on est quand même tous dans des recherches là, d'essayer de repenser le monde autrement, et on cherche des moyens de repenser ce monde, et on essaie de se débat avec tout ce qu'on a quelque part. Et moi, en étudiant la paléoclimatologie, je me suis dit, ah oui, mais effectivement, est-ce que c'est possible d'essayer de repenser un monde et de se dire que voilà, une mer, elle est là pour l'instant, mais elle n'a pas été toujours là. Nous, on n'était pas là, donc c'est un facteur important. Et cette mer ne sera pas toujours là. Elle va changer d'endroit. Cette montagne, elle va aussi s'éroder et puis devenir changer de forme, devenir peut-être complètement s'aplanir à un moment donné. Enfin voilà, toutes ces réflexions en fait autour du paysage, comme si quelque part lui était
avait une forme d'éphéméralité aussi, qui est pas, encore une fois, pas à l'échelle de l'homme. Ça, je suis effectivement très consciente de ça, mais quand on se met dans la tête d'un paléoclimatologue, en fait, lui, il réfléchit le monde de manière complètement différente. C'est fascinant. Par exemple, je parlais à une paléoclimatologue une fois qui me dit ah oui, alors, parce que quand je cherchais ces roches dans ce rocher-là, évidemment, c'était en Bretagne, mais la Bretagne était collée à l'équateur, était à l'équateur collée au Texas. Donc voilà, c'est leur manière. Eux, ils ont cette gymnastique en fait constante. Pour revenir juste à votre dispositif par rapport à ces idées de rapport au temps qui sont différents selon la Terre, la nature et selon l'homme, les indices dans l'image, les indices dans vos images, font comprendre aux spectateurs que l'image est une construction, alors qu'il y a très peu de présence humaine dans les photographies par ailleurs. Est-ce une manière de décentrer et de sortir justement de l'approche anthropocène pour donner le point de vue de la Terre, en quelque sorte, le simuler du moins? Alors oui, il y a deux choses. Il y a d'un point de vue très visuel, il me semble que de pas intégrer d'humain dans mes images, et d'ailleurs c'est vrai que j'en avais intégré au tout début, il y a très longtemps, mais j'ai vite vu qu'il prenait trop de place, parce que justement, il me semble que le spectateur peut se projeter beaucoup moins facilement s'il y a quelqu'un dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est plus la sienne. Et ça a été vraiment, pour moi, c'est vraiment capital dans la construction de mes images. Et après, l'anthropocène, c'est effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore compliqué pour moi à vraiment comprendre, c'est cette idée de toujours mettre l'homme au centre. Parce que effectivement, notre réflexion, nous sommes humains, donc on a un peu l'habitude de se mettre au milieu de tout ça. Et la raison pour laquelle la paléoclimatologie les recherches sur la paléoclimatologie m'a plu, c'est justement parce que l'homme n'est plus sur Terre dans beaucoup de recherches. Donc on a écouté un extrait de Valérie Masson-Delmotte qui, elle, parle de la paléoclimatologie à court terme, en fait, quelque part. Parce que elle parle des 200 dernières années ou même des 10 000, 20 000 ans. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi des recherches à bien plus long terme où vraiment les continents étaient complètement différents, etc. Dans ces recherches sur la paléoclimatologie de très 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 ancienne, je dirais, l'homme n'est pas encore sur Terre du tout. Donc malgré que ce soit vu par l'homme et je veux dire par des recherches scientifiques humaines, je dirais, c'est quand même assez fascinant d'essayer de comprendre la Terre sans que l'homme soit là, en fait, et d'essayer du coup ça nous permet de prendre une distance énorme, en fait, sur ce que c'est le monde dans lequel on vit, il est fait de quoi. Et ça, pour moi, c'est finalement de ne pas mettre l'homme tout le temps au centre de tout. Finalement, est-ce que c'est pas une manière aussi de recomprendre un petit peu les mécanismes parce que c'est un peu ça, c'est des mécanismes en fait, c'est une mécanique, cette Terre, elle est tout le temps en train il y a beaucoup de chaos et de choses qui sont un peu inexplicables. Pour moi, c'est encore un questionnement. Et puis je travaille là-dessus justement beaucoup sur notre place à nous en fait. Mais c'est un exercice assez vertigineux en fait, de se rendre compte que nous on arrive vraiment juste à la fin en fait, juste à la fin de cette qu'on est là depuis vraiment pas très très longtemps, quoi. Là, je lisais un livre récemment d'un jeune paléobotaniste qui lui dit que toutes ces roches et tout ça, c'est fait finalement quelque part de squelettes en fait, des temps anciens. Et ça, je trouve ça assez fascinant en fait, de se dire, même de repenser une fois qu'on sera plus là, comment on va laisser, qu'est-ce qu'on va laisser en fait. C'est un peu déprimant de parler de ça peut-être, mais c'est aussi une manière de se dire qu'on fait partie de ce mécanisme qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que nous quelque part. En 2021, vous avez présenté l'exposition Post-Atlantica au Grand Café à Saint-Nazaire, il me semble, et je crois que ce projet a été le point de départ des 2 projets présentés l'été dernier, simultanément à Arles et à Avignon, Phonix, l'exposition présentée dans le cadre des rencontres de la photographie à Arles, et Anima, qui est cette performance immersive que vous co-signez avec la metteuse en scène Maëlle Poésie, présentée, elle, à la collection Lambert et qui arrive bientôt au Centre Pompidou. Racontez-nous d'abord pourquoi vous avez eu envie de prolonger le travail entamé dans Post-Atlantica sur ces 2 projets par
par la suite? En fait, Post-Atlantica, je le vois comme un grand corpus. Et moi, j'aime travailler sur des corpus qui ont sur lesquels je travaille pendant plusieurs années. Là, en l'occurrence, dans Post-Atlantica, chaque série de photos, chaque installation, chaque film, vidéo, etc., c'est une sorte de chapitre, en fait, de ce grand corpus. Donc, effectivement, j'avais commencé à travailler dessus quand j'étais au Grand Café. Donc, c'était la première fois que j'avais exposé ces œuvres. Et Arles, en fait, c'était vraiment la succession. J'ai présenté d'autres nouvelles œuvres. Et en fait, c'est vraiment de cette manière que j'envisage à chaque fois mes expositions. Il y a des pièces qui peuvent être représentées dans plusieurs expositions, mais à chaque fois, j'essaye aussi d'expérimenter. Donc, par exemple, à Arles, j'ai expérimenté avec une nouvelle pièce qui s'appelle Rox. À Saint-Nazaire, au Grand Café, j'avais expérimenté avec une autre pièce très éphémère aussi, justement en anamorphose d'une grotte. Enfin voilà, c'est un peu la manière dont je travaille. Donc dans Post-Atlantica, il y a effectivement un énorme chapitre, je dirais, qui est Anima, donc cette performance sur lequel, comme vous disiez, donc j'ai travaillé avec Maëlle Poésie, donc vraiment en binôme, qui a été une aventure assez incroyable parce qu'évidemment, c'est pas du tout ça a été présenté dans le cadre plutôt du théâtre, en fait, vu que ça a été vraiment présenté au Festival d'Avignon, même si c'était en lien avec le Festival d'Arles, c'était quand même avec un public un public de théâtreux et une organisation de théâtre, parce que Maëlle est directrice du théâtre de Dijon, du CDN de Dijon, et donc du coup c'est grâce à son équipe qui était producteur en fait de la performance. Donc c'était une manière de travailler complètement radicalement différente de ma manière de travailler habituelle, qui est dans un atelier d'artistes visuels un peu plus vidéo, photo, et là c'était spectacle vivant, quoi. On entrait dans un autre domaine complet. Pour vous, ça a changé quoi par rapport à votre travail? Alors, en fait, je dirais que par rapport à mon travail, rien du tout. Enfin, rien du tout. Et c'était exceptionnel de travailler avec Maëlle et de travailler à deux, de réfléchir à deux, etc. Mais si vous voyez Anima, vous pouvez reconnaître beaucoup de mon travail quand même dedans. Donc, disons que le travail la démarche visuelle et la démarche plastique ne changent pas vraiment. Mais par contre, ce qui change, c'est le cadre de travail. C'est-à-dire plutôt l'organisation, en fait, du travail et la manière dont elle va être montrée. Parce que ça, c'est quand même assez nouveau pour moi de se dire que tout d'un coup, à 8h, tac, ça commence et on appuie sur le bouton parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Donc une fois que tout est enclenché, on peut pas revenir en arrière, on peut pas faire pause, on peut rien. Donc une fois que c'est enclenché, ça y est, et on y va pour 1 heure. Et ça, c'est très 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 différent de tout ce que j'ai pu faire avant. Donc ça, c'est ce qui m'a, disons, marqué le plus, et qui est, enfin même dans la démarche artistique, je veux dire, de se dire qu'il y a un vrai moment partagé. Mais je rêvais de ça depuis des années, en fait. Je trouve ça génial dans le théâtre d'avoir, un rassemblement, et tout d'un coup on est tous ensemble, on est comme un petit collier de perles, on est tous serrés les uns les autres, on est tous à côté les uns des autres, assis, et on partage un moment fort ou pas, mais en tout cas on partage un moment, et ça, c'est vrai que justement les expositions effectivement n'offrent pas du tout ça, offrent quelque chose une expérience beaucoup plus personnelle et qui peut être à son propre rythme et qui est aussi très appréciable. Mais c'est vrai que je rêvais aussi de pouvoir présenter mon travail dans un contexte où quelque part l'énergie, j'ai toujours l'impression que l'énergie du public et l'énergie évidemment des comédiens ou là de la performeuse dans Anima, j'ai l'impression que cette énergie-là, elle fait partie aussi du travail. En tout cas que moi j'ai pas dans une exposition, j'ai pas effectivement on peut être dans une exposition avec d'autres gens, mais ça a rien à voir, chacun est un peu dans sa bulle, quoi. Alors que là il y a quand même vraiment une expérience partagée, une énergie qu'on sent des autres, et ça moi je le ressens très très fort. Donc l'un des modèles d'écriture pour nous, ça a été la Micrographia de Hooke, qui est l'un de mes livres préférés au monde, je crois, qui est un livre de microscopie, où on découvre un nouveau monde grâce au microscope. Donc là, on voit bien la référence à l'optique, imaginer différentes optiques pour voir le monde autrement. Mais finalement, Micrographia de Hooke, c'est aussi un theatrum naturae dans la grande tradition des théâtres livresques. Et les theatrum naturae, c'est ces grands livres extraordinaires qui donnent à voir le monde, theatrum au sens de rendre visible. Donc voilà, il y a une espèce de lien, de communication très étroite pour moi, mais comme
pour beaucoup de gens, et puis depuis longtemps, hein, donc entre le livre, l'espace du plateau de théâtre et l'espace du monde. Et c'est un petit peu le livre et la scène, deux manières d'approcher différemment une question qui est centrale aujourd'hui dans notre monde de l'anthropocène, c'est comment le théâtre des humains et le théâtre géologique, le théâtre mundi et le théâtre naturae se retrouvent. Comment faire en sorte pour que ces deux scènes qui ont été séparées pendant si longtemps se rejoignent. L'historienne des sciences et metteuse en scène Frédérique Aïtouati, complice de longue date du philosophe Bruno Latour, évoque cette idée de faire rencontrer le temps humain et le temps tellurique. Et je crois que vous avez tenté ce geste dans vos deux projets, particulièrement dans Anima, il me semble. Et puis il y a aussi cette idée de faire rencontrer votre univers visuel et plastique avec la scène, avec le théâtre. Vous pouvez nous dire comment ? Oui, alors c'est vrai que j'ai reconnu tout de suite sa voix, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et on se connaît bien. Puis d'ailleurs, on est en train de travailler sur un projet ensemble, on est vraiment tout au début, mais j'espère que ça va se faire bientôt, et elle a écrit aussi sur mon travail, dans un de mes livres justement, sur l'histoire des sciences du ciel. Donc ça c'est une très très belle rencontre, et elle se définit d'ailleurs, Frédérique, vraiment comme maintenant plus comme une metteuse en scène, en fait, vraiment comme une artiste, mais elle utilise en fait toutes ses recherches des années précédentes elle continue de rechercher évidemment, mais comme base pour construire son travail, et c'est assez sauf qu'elle est vraiment extrêmement pointue, elle sait très très bien rechercher, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi je suis quand même vraiment très, j'ai une approche qui est très différente, disons dans le travail, parce que je suis quand même beaucoup, disons que je commence quand même par, j'ai commencé toutes mes études par la photographie, et par aussi l'étude de la matière, parce que la photographie j'ai commencé en chambre noire, donc à développer, donc pour moi le papier, découper, recoller, recomposer une image comme ça fait vraiment partie intégrante de mon travail, c'est un peu la base, quoi. Et c'est ça qu'on retrouve aussi maintenant dans la performance comme Anima. Donc c'est aussi c'est évidemment considéré comme une pièce, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais une performance, mais ça parle beaucoup de cette matière, en fait. D'ailleurs, quand on cherchait un titre avec Maëlle, le mot matière revenait très souvent, en fait. C'est de la matière la matière photo, en fait. Et du coup, moi, c'est ma manière à moi, en fait, de mettre en scène tous ces paysages et ces mouvements telluriques, justement. C'est d'utiliser, en fait, la photographie et de la mettre en mouvement, de trouver plein de moyens différents de faire muter en live le paysage. Alors justement, dans Anima, on change de dimension puisque l'installation est monumentale. Il faut vraiment se le figurer comme ça, composé de 3 grands panneaux de projection qui permettent d'immerger le public dans votre tissage photographique vivant au cœur d'une palmeraie, là. Et de nouveau, le trouble, la mise en abîme des strates de l'image se décompose grâce au feu, qui joue, je crois, un rôle important dans cette décomposition. Et vous utilisez le feu quand même assez souvent, je crois, avec la complicité d'un artificier quand même, pour transformer les paysages que vous avez pris soin de composer. Qu'est-ce qui vous permet de dire et comment vous composez avec les imprévus qu'il peut provoquer aussi ? Alors oui, le feu, c'est fascinant pour ça, parce que quelque part, on met en place un système, un protocole de travail que j'ai réalisé avant avec mon équipe en studio, et dans mon atelier, qu'on met en place, et après, le feu, il fait un peu ce qu'il veut. Ça, c'est sûr. En fait, dans l'idée d'utiliser le feu, à la base, c'était pour une sorte de... Je voulais représenter, en fait, dans la géologie, la chaleur de la Terre et la sédimentation, en fait, a joué un rôle énorme, et justement surtout pour nos énergies fossiles, en fait, qui sont quand même faites de sédimentation. Le pétrole, c'est quand même beaucoup d'eau de poisson, et le charbon, c'est des jungles qui sont sous la terre depuis des millions d'années. Là, comme je disais tout à l'heure, donc ce qui m'intéressait, c'était ces couches géologiques qui sont donc, on a une couche très profonde qui représente un moment du temps très, très lointain. Et donc, au fur et à mesure, on a toutes ces différentes couches qu'on peut donc vraiment voir dans le paysage. Et à travers donc, un premier film que j'avais réalisé qui s'appelle Below the Deep South, qui était donc justement avec du feu, de la même technique. Là, ce que je voulais, c'est vraiment représenter, en fait, on a 9 strates de papier qui sont les unes à la suite des autres. Donc, quand le film commence, on voit que les premières, en fait, qui sont comme des décors de théâtre, en fait, découpés, en fait, c'est comme des arbres, des feuillages découpés. En fait, quand je mets le feu à une des strates,
une autre peut apparaître, celle de derrière peut apparaître parce que le feu détruit complètement une strate de mon décor. Et là, c'était pour moi cette idée que le feu, c'est évidemment un destructeur énorme, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est aussi, ça a été aussi une forme de régénération du paysage. Et d'ailleurs, je lisais récemment un livre sur la manière dont les aborigènes perçoivent le paysage, et pour eux aussi le feu a une importance quelque part, pas les énormes feux évidemment qui sont actuels parce qu'ils sont sur des paysages qui sont trop asséchés. Mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de feux qui servaient quand même, qui étaient à plus petites échelles et qui servaient quand même à régénérer en fait le paysage. Et donc le feu c'est aussi ça, mais pour moi c'était aussi quelque part une métaphore de la chaleur de la terre en fait, ce qui permet cette sédimentation, donc sédimentation de la jungle, donc des végétaux, et qui permettent d'avoir une matière assez dingue, donc nos énergies fossiles. Voilà, et donc du coup les strates en fait de papier brûle au fur et à mesure, et pour moi ça parlait vraiment de cette métamorphose de ces différentes strates géologiques en fait. Et après dans Anima, en fait, comme Anima parle vraiment d'un moment assez précis dans l'histoire de la géologie, qui est ce qui c'est d'après les recherches, notre manière de voir en fait le Sahara, qui est un endroit assez particulier parce que c'est un des plus grands déserts arides du monde, et en fait on le voit comme quelque part, nous, dans notre imaginaire, on a l'impression que ça a toujours été un endroit extrêmement aride et sec, etc. Et que ça le sera toujours, voire encore pire, vu qu'on se dirige vers un grand réchauffement climatique. Et en fait, en lisant des quelques articles, il y a certains scientifiques qui disent que peut-être, en fait, cet endroit donc, qui a été très aride, et qui est très humide, à d'autres moments de l'histoire, pourrait potentiellement redevenir une zone humide. En fait, avec la déglaciation des latitudes nord, peut-être que ça créerait une sorte de mousson, en fait, et peut-être que cette zone pourrait redevenir avec des marécages, des rivières, voire une jungle, enfin voilà. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont encore possibles, mais et ce qui était intéressant, c'est de voir comment on pense, nous, un paysage. On a l'impression dans notre imaginaire en fait, collectif, on pense le Sahara comme être une zone extrêmement aride, et en fait, il y a tellement de bouleversements qui se sont passés à cet endroit et qui ne sont pas du tout forcément ce qui nous viendrait en fait à l'esprit naturellement. Donc pour moi, c'était assez fort en fait cette image de métamorphose d'un paysage aussi radical. Voilà, c'était aussi ça, c'était que évidemment c'est une image assez forte. Donc on s'est servi de ça en fait avec Maëlle comme base de travail pour pouvoir après développer. Donc évidemment Anima n'est pas du tout une illustration de ça, mais c'était une illustration directe de ça, mais c'était vraiment notre fondation, notre base de départ. Et effectivement on part comme vous l'aviez dit, donc on part d'une palmeraie qui elle se décompose, mais là se décompose avec des techniciens, donc la présence de l'homme, mais que nous ne voyons finalement pas vraiment comme la présence de l'homme. En fait, bizarrement, c'est vrai qu'on pose souvent la question, mais en fait, pour nous, l'homme était vraiment le technicien qui vient aider à la métamorphose. Effectivement, il est là, mais bon, au final, il est au service de la métamorphose, parce que de toutes les manières, c'est que des constructions, évidemment, qui sont faites par l'homme. On voit bien que c'est activé, même si c'est hors de l'écran, toutes les autres sont aussi activées par l'homme, sauf que là, bon, il fallait qu'il soit là, vu qu'il n'y avait pas d'autre système moyen. Donc finalement, pour moi, la présence de l'homme dans Anima n'intervient que à la fin, la troisième partie de la performance. Justement, avant d'arriver à cette partie-là, pour revenir au feu, après le feu, l'eau arrive dans la vidéo. Et l'eau qui permet la vie en quelque sorte, comme si après la destruction, comme vous disiez, une nouvelle forme de vie naîtra. Et ça peut aussi renvoyer pour moi au phénix, l'animal qui naît de ses cendres, et qui est le titre du projet d'exposition présenté à Arles. Donc c'est le pont qui se fait aussi peut-être entre les deux projets. Oui, tout à fait. Effectivement, le titre Phénix m'est venu de plusieurs raisons, mais déjà la raison la plus simple, c'est qu'en fait une de mes séries parle des phénix, qui sont le mot pour désigner le mot scientifique pour désigner les palmiers, qui parle de l'étude en fait de ces phénix à travers le temps. Et effectivement, donc quand on cherchait un titre pour cette exposition, c'est exactement ce que vous disiez. L'idée c'était vraiment de faire un pont avec Anima qui était à Avignon, et de resituer en fait le feu un petit peu au centre des deux projets, d'où ce titre-là.
Vous co-signez Anima avec la metteuse en scène Maëlle Polesi, on l'a dit, et vous avez invité 2 autres artistes femmes à rejoindre l'aventure. D'abord Chloé Thévenin, plus connue sous le nom de DJ Chloé, qui signe la bande-son extraordinaire de ce projet, et l'acrobate Chloé Moglia, qui joue un rôle important dans cette forme de narration que vous proposez. Pourquoi ce double choix d'abord ? Alors, en fait, on a travaillé pendant très longtemps avec Maëlle sur ce qu'on était déjà en train de faire, de définir ce qu'on était en train de faire. Déjà, ça nous a pris du temps. Donc déjà, on savait qu'on voulait que ce soit une expérience sensorielle assez globale, et du coup de l'intégrer le son, pour nous c'était vraiment important. Et en fait il se trouve que j'ai travaillé avec Chloé, ça faisait déjà plusieurs années qu'on voulait faire un projet ensemble, et que j'avais réalisé donc la pochette d'un de ses albums, et enfin voilà, disons qu'on a vraiment beaucoup d'atomes crochus dans nos recherches aussi, et donc là je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on l'a d'abord on l'a invitée elle, et ensuite on cherchait en fait avec Maëlle à lier en fait une forme comme là, donc ça parle de paléoclimatologie, qu'on oscille vraiment entre le passé et le futur, parce que la paléoclimatologie c'est étudier le passé, étudier l'histoire de la Terre, mais c'est aussi pour appréhender les climats du futur, évidemment. C'est pas juste pour narrer en fait une vieille histoire, mais c'est des informations qui sont extrêmement importantes, parce que c'est ce qui nous c'est ce qui nous permet en fait de se projeter. On est quand même dans un passé futur qui est au cœur même de cette science. Mais il nous fallait quelque part, il nous a semblé important d'avoir une forme de présent. Donc on a réfléchi à ça, et on s'est dit qu'est-ce qui pouvait représenter en fait une forme aiguë de présent. Et c'est là où on a demandé à Chloé donc Moglia, qui elle a une pratique très particulière qu'elle a inventée en fait quelque part, qu'elle a appelée la suspension, parce qu'elle a une manière en fait de travailler qui est sur je sais pas comment l'expliquer très bien, mais c'est en fait pour moi de manière très personnelle, hein, j'ai l'impression qu'elle nous fait quelque part pas arrêter le temps, mais en fait nous faire prendre conscience que ce temps maintenant est extrêmement précieux, parce qu'elle est suspendue donc à une structure assez un petit peu haut, mais pas de manière extrême non plus, parce que c'est pas ça le but. Elle a évidemment des gestes qui sont très très lents, très doux, qui sont très à elle. Elle a une manière de se mouvoir dans l'espace qui est très particulière, et qui nous fait vraiment prendre conscience qu'on est en train de vivre ce moment-là maintenant. Et ça, c'est très particulier, en fait, d'arriver à faire ça. En fait, elle est comme dans une sorte de recherche aussi, dans une recherche de l'espace qui est autour d'elle. Quand elle bouge les bras comme ça, on a l'impression qu'elle est à l'intérieur d'un corps, et qu'elle bouge les fascias, ou qu'elle est dans c'est quoi cette matière, justement ce vide qu'il y a. On sait qu'il y a de l'air, mais quelque part il y a peut-être autre chose dans ce vide-là, et elle est dans une recherche perpétuelle. Elle est en train de chercher avec nous, là, tout de suite, et en face de nous, et voilà, pour moi, cette pratique, elle est vraiment étonnante, et elle est complètement unique. Du coup, c'est pour ça qu'on lui a demandé si elle voulait participer à ce projet, et en fait, moi, je lui ai écrit un petit mail pour lui présenter le projet, et tout de suite, elle s'est dit, tiens, ça fait partie de mes recherches aussi. Et après, on s'est rencontrés. Elle avait déjà dit oui au projet, et on s'est rencontrés vraiment plus longuement, et on s'est rendu compte qu'on lisait les mêmes livres. En fait, on lisait les mêmes livres, on avait les mêmes références, et c'était assez incroyable comme rencontre. Justement, Chloé Moglia arrive quasi dans le dernier quart d'heure de l'heure que dure votre proposition Anima, et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le temps de l'histoire de la Terre et l'arrivée tardive de l'homme sur Terre. C'est-à-dire que la vie sur Terre a duré plus longtemps sans l'homme que depuis l'arrivée de l'homme. Et cette image que vous vouliez recréer avec l'arrivée de Chloé Moglia dans cette suspension à la fois forte et fragile comme ça ? Oui, c'est vrai qu'on dit que c'est même beaucoup, beaucoup moins que ça. Si la Terre avait une journée, on dit que l'homme arriverait le dernier dixième de seconde. Donc c'est vraiment tout petit l'histoire de l'homme sur notre planète. Et effectivement, oui, Chloé peut-être arriverait, c'est une manière de le voir aussi, arriverait vers la fin, comme oui, cette présence humaine qui est... et c'est aussi, quelque part, c'était aussi pour nous parler un petit peu du présent, mais parler aussi de donner une perspective aussi, parce que c'est important, je trouve, de donner des perspectives justement de souffle.
Elle le donne vraiment, je trouve. Oui, et puis en même temps, dans Anima, vous donnez à voir très vite l'artifice, enfin vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les coulisses de la présence humaine qui orchestre toute cette mise en scène, ils sont donnés très vite. Mais voilà, vous le disiez que c'était pas tout à fait le même enjeu ou le même rôle que ça portait pour cette présence-là. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quelque part, pour moi, la présence de l'homme dans mes images, donc par des bouts de scotch, des fils, etc., c'est montrer la fragilité de la construction. C'est montrer la fragilité, l'éphéméralité, quelque part le fait par l'homme un petit peu dans ces constructions qui sont assez éphémères, assez fragiles, montre la fragilité de l'homme par rapport à un paysage qui peut évidemment pas, enfin une nature qui peut pas complètement contrôler complètement. C'est un peu la même chose dans Anima en fait quelque part, parce qu'on voit que donc effectivement la première partie, il y a ces techniciens qui viennent déplacer des grandes strates de papier. Il y a Maëlle et moi d'ailleurs, on fait partie de l'équipe aussi, donc c'est toute l'équipe enfin tous les gens qui étaient disponibles pendant le tournage et qui n'étaient pas soit derrière la caméra, soit en train de faire autre chose. Donc c'était assez spontané en fait comme équipe de techniciens qui est un peu improvisée. Et après, effectivement, on a toute l'équipe est cachée derrière, mais quelque part on les sent en fait. Ils sont pas à l'écran, mais on les sent. On sent qu'ils sont pour le feu. On sait bien que ça se met pas en feu pile poil comme ça, une strate après l'autre. On voit bien on se doute bien qu'il y a un dispositif qui a été mis en place pour que toutes ces transformations en fait arrivent au fur et à mesure et de manière assez orchestrée aussi. Alors le titre Anima fait référence à l'âme ou à l'esprit, je crois. De quelle âme il était question pour vous dans ce projet ? De beaucoup d'âmes en fait, de la nôtre et celle de la planète. Et comment est-ce qu'on peut percevoir la planète comme peut-être ayant une âme, ou en tout cas ayant pas forcément une âme au sens que nous on le perçoit, mais en tout cas comment redonner en fait comment redonner une force en fait aux vivants et par exemple il y a des gens qui parlent des esprits qui sont dans la terre, des énergies, etc. D'ailleurs c'est l'objet de mon prochain gros corpus. Donc, et quelque part je pense que c'est aussi une manière de repenser en fait le paysage, c'est-à-dire de se dire est-ce que par exemple ce paléobotaniste qui dit que toutes les roches, etc., sont faites d'amoncellement de squelettes de temps passé, en fait. Est-ce que c'est pas étonnant, finalement, donc ça, c'est un fait très scientifique, de repenser, en fait, un paysage comme une matière vivante complètement, même le minéral, en fait, tout ce qui est roche, montagne, etc., pas que le vivant des animaux et des insectes, etc., mais vraiment toute notre terre en fait est vivante et Anima ça parle de ça et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre. Anima sera au Centre Pompidou du 29 mars au 1er avril 2023, à la Tate à Londres en juillet et à New York en septembre. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.